Bon après-midi. Merci de l'invitation à faire la mise en contexte avant la table ronde. Ça fait plaisir d'être ici pour parler de la place des pères dans la conciliation emploi-famille. J'ai attrapé le cue de personne de son. Donc, vous en avez amplement discuté aujourd'hui. Oh, parfait. La présence des mesures de conciliation travail-famille ou minimalement l'instauration de pratiques en milieu de travail au niveau de la conciliation travail-famille ou vie personnelle, professionnelle semble faire un consensus. En fait, on a parlé de la norme du BNQ qui est dédiée. Récemment, M. Trudeau organise des consultations visant à accorder le droit aux employés de demander des conditions de travail plus souples pour la conciliation, mais d'un point de vue RH, il faut savoir que la conciliation travail-vie personnelle vient dans le top 3 des différents sondages de priorité auprès des travailleurs. Alors, outre l'importance, outre la rémunération et les défis associés au poste, une des raisons pour lesquelles un employé va choisir d'aller travailler pour une organisation ou d'y rester, c'est les mesures de conciliation travail-vie personnelle. D'ailleurs, dans un sondage récent qu'on a fait, une personne sur 5 a dit avoir quitté ou a l'intention de quitter son travail par manque de mesures de conciliation travail-vie personnelle. Donc, il y a un consensus, il y a un état de fait que c'est des considérations qui sont importantes, mais il y a un aspect à travers ce consensus-là que le volet masculin de la conciliation est peut-être un des tabous qui demeurent. Donc, pour un peu mettre la table, je vais vous présenter un extrait d'une conférence très inspirante qui a été donnée par Mme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction chez Gaz Métro, au Congrès de l'Ordre il y a quelques semaines en septembre. Et voici ce qu'elle avait à dire. Alors, je pense que ça fait bien écho à plusieurs des discussions que vous avez eues aujourd'hui. Fait que je vais vous partager ce petit extrait-là. Donc, on m'a demandé de mettre en contexte la table ronde pour discuter de la place des pères dans la conciliation travail-famille en vous partageant un sondage, en fait 2 sondages que l'Ordre des conseillers a menés l'année dernière sur les congés de paternité et parentaux pris par les pères. Donc, je vais faire ça brièvement. Si jamais notre étude complète vous intéresse, elle est disponible sur notre portail, donc portailrh.org, et vous aurez là, dans notre salle de presse, vous aurez tous les détails de ce sondage-là. Alors, donc, très rapidement, en 3 temps, je vous présente certains faits. Après ça, on a un peu sondé la perception des milieux de travail par rapport aux congés de paternité, congés parentaux pris par les hommes et la perception des hommes eux-mêmes. Donc, statistique en fait un fait. Donc, les pères prennent en moyenne 9 semaines de prestations du RQAP. Il y a encore 2 naissances sur 10 pour lesquelles il n'y a aucune prestation versée au père, que ce soit au niveau de paternité ou le congé parental. Puis, dans un cas sur 10, donc le père qui avait dit « je vais prendre un congé de paternité, là, le 3 ou 5 semaines selon le régime », il n'a pas été utilisé au complet. Et dans la moitié des cas, les pères ont dit que c'est parce qu'ils devaient retourner au travail. Donc, ça, c'est un peu plus au niveau factuel. Donc, on a sondé les dirigeants d'entreprise pour connaître leur perception. Est-ce que c'est acceptable dans un milieu de travail de prendre un congé de paternité? Est-ce que c'est acceptable dans nos milieux de travail aujourd'hui de prendre une portion ou la totalité du congé parental? Donc, il existe toujours, malheureusement, une perception négative de la direction des dirigeants par rapport à la prise du congé parental. Dans une moindre importance pour le congé de paternité, mais de prendre que le père prenne une portion du congé parental, donc dans 29% des cas, des dirigeants nous ont confirmé qu'il y avait une perception négative, alors que cette perception négative-là pour les femmes est à 3%. Donc, quand c'est la femme qui prend le congé parental, ça semble être d'emblée accepté. Au niveau, on s'est dit, bon, la direction, c'est une chose, mais comment c'est perçu chez nos collègues? Donc, comment les collègues perçoivent la prise du congé parental par le père? Donc, notre hypothèse, c'est que ça serait peut-être plus favorable, mais on s'est trompé. Alors, perception négative des collègues. Donc, il demeure autour du tabou une perception négative dans presque un cas sur 6. Donc, 46% des cas, les collègues
trouvent particulier ou en fait peuvent se questionner sur la décision d'un père de prendre une portion du congé parental, alors que quand c'est la femme qui la prend encore dans une minorité là, à 5%, une perception négative par rapport à cette décision-là. Je ne sais pas si ça vous étonne. Nous, ça nous a étonné que la perception soit davantage négative de la part des collègues que la direction elle-même. Donc, naturellement, on s'est dit, ben, on va aller voir ce que les hommes en pensent. Donc, ce que les hommes en pensent eux-mêmes, est-ce que ils sont prêts à prendre ce congé-là? Est-ce qu'ils ont certaines craintes par rapport à cette décision-là? Et un homme sur deux nous a confirmé qu'il juge que la prise d'un congé de paternité peut nuire à son travail. Donc, c'est pas étonnant, voyant les statistiques qu'on vient de voir. Donc, naturellement, si on est conscient de la perception encore malheureusement négative dans le milieu du travail, c'est sûr que c'est pas d'emblée qu'on embarque dans cette décision-là de prendre le congé. Il y a même un homme sur 5 qui nous a dit que ça pourrait vraiment beaucoup avoir un impact significatif sur la carrière, sur son poste, sur les possibilités de promotion. Bien sûr, il y a certainement un facteur de milieu. Donc, des milieux qui sont plus traditionnellement masculins, le pourcentage tendait à être plus élevé. Ce qui est intéressant aussi, 30% des femmes, quand on les questionnait sur le fait que leur mari ou leur conjoint pouvait prendre un congé, 30% d'entre elles s'inquiétaient effectivement que ça pourrait lui nuire au niveau de sa carrière. Donc voilà, c'est quelques petites statistiques qui viennent de sondages qu'on a menés. C'est sûr que c'est un peu désolant. On a toujours l'impression qu'on est arrivé à un certain stade dans notre société aujourd'hui où on ne verrait pas ce genre de statistiques-là. Fait que je pense qu'à chaque fois, ça nous désole un peu de constater qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, au-delà des politiques publiques dont a été discuté, il y a les politiques organisationnelles, de créer une culture, donc bien sûr une culture au niveau de la société, mais une culture dans nos entreprises où les mesures de conciliation, travail, vie personnelle sont acceptées d'emblée, qu'on les met de l'avant. On met des politiques, mais aussi, ce qui est important pour que ça réussisse, pour changer une culture, il faut que les dirigeants, les gestionnaires adoptent ce même comportement-là. Combien de fois j'ai vu dans les organisations qui se voulaient à l'avant-garde, mettre des mesures de conciliation travail-famille, mais interdire à son équipe de direction d'utiliser, par exemple, un horaire comprimé ou un horaire réduit. Donc, quel message on envoie, parce qu'on sait souvent que, bon, les gens, on regarde ce que les autres font, puis on a tendance à faire pareil. Donc, si ça part pas de la tête, il y a peu de chances que ça réussisse. Il y a quelques mois, Pierre-Carl Péladeau a annoncé sa démission comme chef du Parti québécois et le téléphone a sonné pas mal à l'ordre. Les journalistes étaient intéressés à cette nouvelle manifestation-là, qu'un homme politique, une personnalité publique vienne dire qu'il fait un choix de laisser un poste qu'on sait bien auquel il tenait pour des raisons de famille. Et ça, c'était intéressant, puis si on a, peu importe le personnage, peu importe le contexte, mais je pense que souvent, dans l'opinion publique, quand on est des gens comme ça qui vont dire devant, ben, je fais un choix pour ma famille, ben, c'est peut-être comme ça qu'on peut un petit peu commencer à faire évoluer certaines mentalités. Et je terminerai juste en disant, on parle de conciliation, travail-famille, le père, mais il y a une autre statistique qui moi, m'interpelle, qui vient un peu changer la donne, c'est dans les années 90, dans les nombreux cas de divorce au niveau de la garde partagée, dans 85% des cas, c'est la femme qui avait la garde, puis il y avait quelques droits de visite. Donc, c'était la façon dont les arrangements se faisaient. Récemment, les statistiques récentes nous disent que dans 40% des cas, on parle de garde partagée. Donc là, c'est plus seulement de concilier deux parents qui tentent de concilier travail-famille, mais c'est deux individus qui, une semaine sur deux, se retrouvent comme famille monoparentale, puis ils doivent concilier cette nouvelle réalité-là. Donc, je pense que ça vient encore plus complexifier la problématique de la conciliation travail-famille. Alors voilà, ça me fera plaisir de continuer avec mes collègues de discuter du sujet dans les prochaines minutes. Merci.